Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'espère que vous allez bien en cette période difficile de confinement. On va essayer, Inch'Allah, de vous donner l'essentiel avec ces cours commentés. On va continuer la suite du cours de biochimie clinique et on va voir aujourd'hui un cours sur les marqueurs tumoraux. Toujours les marqueurs ou les biomarqueurs. On a parlé des biomarqueurs inflammatoires, d'accord, biomarqueurs du syndrome inflammatoire. Aujourd'hui, on va voir les biomarqueurs tumoraux ou tout simplement les marqueurs tumoraux. Quand j'ai dit tumoraux, tumeurs, cancer. Donc, ce sont des marqueurs de cancer. Donc, l'objectif du cours, c'est de connaître les principaux marqueurs tumoraux. Je parle et je précise que je parle des marqueurs tumoraux circulants qu'on dose dans le sang. Il y a aussi les marqueurs tumoraux tissulaires. Aujourd'hui, on va voir en biochimie les marqueurs tumoraux circulants. Le deuxième objectif, c'est apprendre à interpréter les résultats des dosages des principaux marqueurs tumoraux. Donc, on va voir comment interpréter les résultats des dosages des principaux marqueurs tumoraux. Alors, pour répondre à ces deux objectifs, j'ai dressé le plan suivant. Une introduction, c'est quoi un marqueur tumoral, c'est quoi le cancer en général, c'est quoi un marqueur tumoral. En deuxième lieu, c'est quoi le concept de marqueur tumoral. Et puis, les bases des dosages, des dosages et de l'interprétation des marqueurs tumoraux en général. Puis, on va voir les différents marqueurs tumoraux, les différentes classes, je peux dire classes, différentes familles de marqueurs tumoraux. Même si en général c'est très difficile de classer les marqueurs tumoraux. Bon, on va les voir, aujourd'hui dans ce cours en famille. Alors, on va les classer en famille. On va commencer par les marqueurs oncofétaux, les carbohydrates antigènes, ou qu'on appelle aussi cancer antigène. On les note en général CA. CA, ça veut dire carbohydrates antigènes ou cancer antigène. Et puis on va voir les cétokératines, les enzymes et les hormones. Vous voyez que les marqueurs tumoraux circulants et leur grande hétérogénéité structurale. C'est pour cela la classification reste difficile. Donc on va les voir sous forme de famille qui sont des enzymes, des hormones, des protéines d'adhésion, des glycoprotéines. Donc c'est vraiment des familles qui sont difficiles à classer. Donc bon, on va prendre cette classification en famille. Donc les marqueurs oncofétaux, carbohydrates antigènes au cancer antigène, les cétokératines, les enzymes, les hormones et puis les autres marqueurs. Et puis on va conclure que je vais vous donner quelques conseils pour la prescription et l'interprétation en général des marqueurs tumoraux. Alors, le cancer. Le cancer est l'une des premières causes de mortalité. C'est seule sa dénomination évoque la mort et la peur. C'est en général une maladie qu'on dit qu'il est non transmissible. Donc, il y a les maladies transmissibles où il y a un agent pathogène comme le SARS-CoV-2 maintenant, et pour
la maladie de Covid-19. Et puis il y a les maladies qui sont non transmissibles. Donc les cancers font partie des classes des maladies non transmissibles. Mais sachant que certains virus, hein, ils peuvent donner des cancers. Donc les formes les plus fréquentes de cancer, c'est les carcinomes et les sarcomes. Voilà, donc le cancer, il a été connu depuis l'homme de Cro-Magnon, où on a trouvé des ostéolyses du crâne, et puis des papyrus égyptiens datant de 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ décrivaient des tumeurs et ulcères du sein traités par cauterisation. Hippocrate aussi, 460 ans avant Jésus-Christ, reconnut les différences entre les cellules malignes et bénignes. L'apparence de certains cancers de la peau, pardon, certains cancers de la peau comme les mélanomes, lui rappelaient la forme d'un crabe. Ce crabe carcinos, d'où carcinome. Puis, plus près de nous, Celsius, Galien, Avicenne. Mais c'est au 19e siècle que le physiologiste allemand Johannes Müller et son élève Rudolf Virchow qui ont contribué le plus fortement à l'avancée de l'étude du cancer. Grâce aux apports de la microscopie, ils comprirent que le cancer résulte d'une anomalie du comportement des cellules plutôt que de mutation de nouveau. Voilà, donc la mise à... Donc, quand on dit cancer, c'est en général, si on voit cette courbe, il y a l'étape qui est pré-cancéreuse, où il n'y a pas de cancer, donc zéro cellule cancéreuse. Ici, il n'y a que des dysplasies. Comme vous voyez, dans cette partie, il n'y a que des dysplasies cellulaires. Donc, avant de devenir à ce point des cellules cancéreuses qui vont commencer à augmenter. Voilà, dans cette étape de dysplasie des cellules, vous avez des facteurs favorisants génétiques, environnementaux, comportementaux et ainsi de suite. Ce qu'on appelle le pré-cancer qui peut durer des années. Et puis, à ce point où on a le nombre de cellules. Il y a une augmentation des nombres de cellules jusqu'à la taille de 1 cm ou 10 puissance 9, le nombre de cellules cancéreuses, où on voit le cancer va évoquer des signes cliniques. Voilà. Donc, mais plus on va détecter un cancer ou dépister un cancer le plus précocement possible, plus son traitement il est facile. Donc, si on arrive à détecter un cancer bien avant cette phase, hein, cette phase clinique, ce serait facile hein, de le circonscrire et de le traiter. Et d'où l'intérêt de la recherche des marqueurs tumoraux, c'est en général d'essayer de trouver ici, voilà, de diagnostiquer le cancer bien avant les signes cliniques, mais en vain. On a été frustré pour la plupart voilà, des marqueurs tumoraux. Et maintenant, on utilise plusieurs investigations pour avoir le diagnostic, surtout la radiologie, qui a fait un développement incroyable et qui va aider pour le diagnostic du cancer. Voilà. Donc, l'introduction des marqueurs tumoraux, c'est plutôt pour cette phase. Donc, comme j'ai dit, maintenant, c'est l'approche multidisciplinaire de la gestion et de traitement des tumeurs. Voilà, il est bien implanté maintenant et la biologie va avoir son apport qu'on va voir maintenant par les marqueurs tumoraux circulant dans ce cours d'aujourd'hui. On va parler que des marqueurs
tumoraux circulants. Très bien. Donc, marqueurs tumoraux, c'est une question qui n'est pas, qui date pas d'aujourd'hui, qui date de il y a bien longtemps, avec dès 1948, Henry Bence-Jones, il a découvert dans les urines des protéines urinaires qui précipitaient lors du chauffage à 40 degrés et se redissolvaient au-delà de 70 degrés. Donc il a pris les urines, hein, les urines des patients qui ont un myélome multiple. Le myélome multiple, c'est un cancer du sang qui touche les plasmocytes, la lignée des plasmocytes. Voilà, et qu'on va voir dans le TD sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques. Donc le myélome, c'est un cancer du sang, surtout les plasmocytes. Voilà. Et le myélome multiple, il est caractérisé par les critères CRAB. On aura une hypercalcémie, voilà, une atteinte osseuse aussi, voilà, et une anémie et une bone disease, voilà, et une insuffisance rénale, renal failure. Donc les critères CRAB pour le diagnostic du myélome multiple. Donc bien avant, Monsieur Henry Bence-Jones, il a chauffé les urines et il a voyé que il y a une protéine qui va précipiter à 40 degrés, mais quand il va continuer le chauffage, il y a une redissolution de cette protéine qu'il a appelée la protéinurie de Bence-Jones. Et cette protéinurie de Bence-Jones, elle correspondait à l'élimination des chaînes légères produites en excès par les plasmocytes. Voilà, vous voyez, quand il y a un cancer, quand il y a le myélome multiple, il y a une division anarchique il y a des plasmocytes qui vont sécréter des immunoglobulines ou des chaînes légères en excès. Et c'est ces chaînes légères qui vont représenter la protéinurie de Bence-Jones. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on appelle l'immunofixation pour la recherche d'une protéinurie monoclonale, on l'appelle aussi protéinurie de Bence-Jones jusqu'à maintenant. Donc il porte toujours le nom, et le nom de l'examen biologique porte toujours le nom de ce monsieur Henry Bence-Jones. Donc c'est le premier marqueur tumoral, donc pour le diagnostic des myélomes multiples. Voilà, après, et avec l'avènement des anticorps monoclonaux, on a continué à la recherche d'autres marqueurs. Donc, ces marqueurs n'a débuté que dans les années 1960. Donc, avec l'apparition des dosages radio-immunologiques qu'on va voir maintenant, c'est un dosage radio-immunologique, donc immunologique réaction antigène-anticorps marqué avec de la radiation ionisante. Donc, il y avait la découverte des premiers marqueurs tumoraux, à savoir l'ACE, ça veut dire ACE, antigène carcino-embryonnaire, qu'on va voir aujourd'hui, un des marqueurs circulants les plus prescrits, on continue à le prescrire, et l'alpha-fétoprotéine aussi, un marqueur qu'on continue à prescrire jusqu'à maintenant. Et avec la qualité du dosage, avec une très bonne qualité de dosage, et maintenant c'est un dosage qui est facile. Donc l'alpha-fétoprotéine a été découverte en 1956 par Bergstrand et Czar, et l'ACE, l'antigène carcino-embryonnaire, a été découvert en 1965, donc après presque 10 ans, par Samuel Friedman et Feldgold. Vous voyez les messieurs qui sont là. Voilà.
Donc maintenant, c'est quoi un marqueur tumoral? Un marqueur tumoral, c'est une molécule qui a été produite par la tumeur et qui a été libérée dans un liquide de l'organisme. Un liquide de l'organisme peut être le sang, le LCR, le liquide d'acide. Voilà, donc on a vu ça. Donc c'est une molécule produite par une tumeur et libérée dans un liquide de l'organisme où il pourra être dosé. Aujourd'hui, on va faire les dosages que dans le sang. Voilà, mais on peut doser aussi dans d'autres liquides, liquide LCR, liquide céphalorachidien, liquide d'acide, liquide pleural. Donc, présence de cette molécule est un indicateur de la tumeur. Voilà, c'est ça la définition d'un marqueur tumoral. C'est une molécule produite par une tumeur et libérée dans un liquide de l'organisme où il pourra être dosé. Un liquide de l'organisme, on vient de l'expliquer. Donc, ça veut dire quoi? Donc, la présence de cette molécule, je parle du marqueur tumoral, est un indicateur de la tumeur. Donc, c'est quoi un marqueur tumoral idéal? Un marqueur tumoral idéal, il doit être produit par la cellule cancéreuse. Il doit être spécifique de l'organe d'origine. Il doit être exprimé chez tous les malades, facilement dosable, et c'est très important pour nous en biologie médicale. Et le taux de ce marqueur tumoral doit être corrélé à la taille de la tumeur. C'est très important pour le suivi des malades. Il reflète la taille tumorale. Il y a une corrélation. Ça veut dire quoi, corrélation? Plus la taille tumorale augmente, plus la concentration des marqueurs tumoraux augmente. Donc, il a un intérêt clinique aussi à tous les stades de la maladie. C'est ça, si on peut le dire, les caractéristiques, la définition d'un marqueur et les caractéristiques d'un marqueur tumoral idéal. Très bien. Donc, quelle est la place du marqueur tumoral? Donc, les marqueurs tumoraux, en général, le dépistage de masse par le dosage des marqueurs tumoraux, je peux vous le dire tout de suite, il est injustifié. Et on va voir pourquoi. Le dépistage des populations à risque peut être précieux. Je prends un exemple simple. On utilise le dosage du PSA, un marqueur tumoral qu'on va voir pour un marqueur tumoral du cancer de la prostate, chez des populations à risque. Ça veut dire des populations qui ont plus de 50 ans, des hommes qui ont plus de 50 ans. D'accord? Ou des hommes qui ont eu un cancer de la prostate dans la famille. Donc, chez eux, on va faire un dépistage. D'accord? Ici, le dépistage, il est justifié. Très bien. Le diagnostic. Donc, pour la plupart des cancers, le diagnostic est posé sans le recours aux marqueurs tumoraux. Voilà. Donc, les marqueurs tumoraux circulants n'ont pas un grand apport dans le diagnostic. C'est surtout l'anatomopathologie et l'histologie en général qui va poser le diagnostic. La concentration, on utilise une approche, comme j'ai dit maintenant, multidisciplinaire. L'anapath, la génétique, la radiologie et la biologie médicale. Donc, et bien sûr la clinique. Donc, la concentration des marqueurs tumoraux est un bon indicateur de la masse tumorale et peut constituer en général un facteur pronostic fiable. Voilà, donc la concentration est un bon indicateur de la masse tumorale. Donc, l'analyse
de la cinétique, de la concentration du marqueur tumoral doit être la règle. C'est toujours dans un marqueur tumoral. Quand vous demandez un marqueur tumoral, il faut se rappeler de suivre sa cinétique avant traitement et après traitement. D'accord? Et ça, vous pouvez demander au biologiste qu'il vous donne, qu'il vous dresse et qu'il vous donne la cinétique de ce marqueur tumoral. Si vous allez, et je vais le dire tout de suite, il faut choisir le même laboratoire et la même technique pour le dosage du marqueur tumoral et pour avoir une bonne idée dans le suivi, et on va voir pourquoi aussi. Voilà. Donc, comme on l'a dit, un marqueur tumoral est une molécule exprimée par une tumeur et libérée dans un liquide de l'organisme. Ce liquide peut être du sang, urine, liquide d'acide, liquide céphalorachidien, où sa concentration va être mesurée. Vous voyez ici, voilà la tumeur, et cette tumeur va relarguer ces marqueurs tumoraux dans le sang ou dans un autre liquide, ici c'est le compartiment sanguin, ou dans un autre liquide où on va nous quantifier ce marqueur tumoral. Donc on ne va pas avoir les marqueurs tissulaires où on voit ici qu'on peut les doser par immunohistochimie. Une étude par immunohistochimie. Nous, on va voir que les marqueurs qui sont dosés dans le sang ou dans les autres liquides. Aujourd'hui, on va voir les marqueurs qu'on va doser dans le sang. Très bien. Donc, quelles sont les bases du dosage et de l'interprétation des marqueurs tumoraux? Première des choses, sachez qu'il y a une variabilité intra-individuelle. Liée à l'état de patient, le rythme, la physiologie, le vieillissement, les pathologies bénignes, ainsi de suite. Et puis, il y a une variabilité inter-individuelle. Donc, en fonction de la race, l'origine ethnique, les facteurs génétiques, avec une très très grande hétérogénéité de la population. On va voir la PSA chez les Noirs américains et chez les Blancs américains. Il y a une différence. Donc, il y a une variabilité interindividuelle qui peut être d'origine ethnique ou de facteurs génétiques. Aussi, il y a ce qu'on appelle la variabilité analytique. Ici, pour la partie préanalytique, il faut respecter les recommandations des fabricants de kits de réactifs. Ça, c'est la partie qui dépend des biologistes, et c'est aux biologistes de vous donner les conseils en général pour la partie préanalytique, et qui est aussi sous la responsabilité du biologiste médical. L'analytique, c'est des techniques immunométriques. On va expliquer un petit peu c'est quoi technique immunométrique. Donc, en des techniques immunométriques, vous voyez ici immunologie, donc réaction, antigène, anticorps. D'accord? Donc, on va utiliser ici pour ce dosage par compétition, ce dosage fait par compétition, où on va voir dosage par défaut d'anticorps. On a ici les puits de réaction, c'est là à la base du puits, on va fixer des anticorps. Donc chaque anticorps a 2 paratopes, donc 4 sites de fixation. Mais vous voyez le nombre d'antigènes qu'on veut doser. Et en plus, on a des antigènes marqués. D'accord? Qu'on connaît déjà leur concentration. Donc si on a beaucoup d'antigènes qu'on va doser, il y aura une compétition par rapport aux antigènes marqués, et le signal, quand on va mesurer, sera trop bas. Donc plus la concentration est élevée, plus le signal il sera trop bas. D'accord? Puisque ces antigènes ne vont pas se fixer. Plus la concentration est faible, ces antigènes marqués vont se fixer, et plus la concentration de l'antigène est élevée. Donc quand la concentration de l'antigène est élevée,
vous n'aurez pas, de signal. Quand la concentration de l'antigène est basse, le signal il est élevé. C'est ici, vous avez moins et vous avez que 4 sites de fixation pour, vous voyez, le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y aura une compétition. C'est ce qu'on a vu ici. Il y a les antigènes qui ont été fixés sur les anticorps, et puis on va laver. On va enlever ça, on va laver avec un lavage, et on va mesurer la quantité de signal. Donc j'ai dit, plus la quantité d'antigène est élevée, plus le signal il est bas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un dosage par compétition. Et ce n'est pas le dosage qui nous intéresse aujourd'hui pour le dosage des marqueurs tumeurs. Le dosage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une technique immunométrique. Voilà. On a un anticorps qui est par excès, des anticorps qui sont par excès fixés dans le puits, fixés ici, voilà, dans les puits de réaction. Et puis on ajoute le sang qui contient les marqueurs tumoraux, et les marqueurs tumoraux vont se fixer sur ces anticorps qui les reconnaissent. C'est des anticorps monoclonaux anti ce marqueur tumoral qui vont les reconnaître. Et puis on va ajouter un autre, et puis on va laver, et puis on va ajouter un autre anticorps qui est marqué, qui va se fixer et former un sandwich, si on peut le dire. Il formait un sandwich. Donc, plus la concentration de l'antigène, plus la concentration des marqueurs tumoraux il est élevé, plus le signal il est élevé. Plus la concentration est élevée, plus le signal il est élevé. Voilà. Donc, et ce marquage au signal, on a 3 types de marquage. Il y a la chimie-luminescence, l'électrochimie-luminescence, ou un marquage enzymatique, ou la radioactivité. Voilà. Ou la radioactivité qui vont donner ce signal. D'accord? C'est les signaux qu'on va mesurer. La plupart des temps, pour les marqueurs tumoraux, c'est des techniques chimie ou électrochimie-luminescence. Voilà. Donc, pour l'analytique, il y a une variation importante entre les techniques et les trousses de dosage. C'est pour cela, dès maintenant, il faut mettre dans la tête que pour les marqueurs tumoraux, il faut choisir il faut doser le même laboratoire, et il faut aussi faire attention à la technique de dosage. C'est une technique enzymatique suivie par l'enzymatique, c'est une électrochimiluminescence, électroluminescence suivie par l'électroluminescence, c'est une chimiluminescence suivie par la chimiluminescence, et c'est une radioactivité suivie par le marquage par radioactivité. C'est très important, donc faites attention à ça. Très bien, donc on voit ici un dosage d'un marqueur tumoral, et on voit ici les techniques, donc les différentes trousses utilisées dans le marché, et vous voyez qu'il y a une très grande variabilité entre les kits. Donc c'est pour cela, je le dis et je le répète, il faut doser avec la même technique et dans le même laboratoire si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux choisir la même technique, mais il serait préférable d'aller doser le marqueur tumoral avec la même technique et dans le même laboratoire, dans les mêmes conditions, parce que vous aurez à suivre une cinétique. D'accord? Donc, si vous voulez comparer, on compare tout ce qui est semblable et qui est dosé dans les mêmes conditions. Très bien. Post-analytique. Donc, ce serait en post-analytique. Vous avez ici des sujets sains. Voilà. Qui forment une courbe gaussienne. Vous avez les sujets malades qui forment une courbe gaussienne.
ici, donc, c'est les vrais positifs, ici, les vrais négatifs. Et on a déjà un seuil qui est fixe. S'il est supérieur à cette valeur, donc c'est des malades qui ont le cancer, par exemple. S'il est inférieur à cette valeur, donc au seuil de décision, c'est des malades qui n'ont rien. Ça, c'est pas. Dans le cas du marqueur tumoral, il n'y a pas ça. On a plutôt ça. D'accord? On n'a pas un seuil de décision. Donc, on a ce qu'on appelle une zone grise. Hein, une zone grise, c'est pour cela il faut avoir une prise en charge que je dis multidisciplinaire. Multidisciplinaire. D'accord? Pour prendre une décision. D'accord? Ici, vous avez en général des seuils où vous pouvez décider, oui, il s'agit d'un cancer, à partir de lequel, mais vous avez une zone ici où vous avez des faux positifs. Le malade n'a rien, mais la valeur du marqueur tumoral elle est élevée, même si le malade n'a rien. Donc il n'est pas malade, c'est un faux positif. Quand vous avez des malades qui ont des valeurs inférieures aux valeurs seuil, aux valeurs du seuil de décision, mais qui sont malades. On les appelle des faux négatifs. D'accord? On appelle des faux négatifs. Ça, c'est dû à quoi? À la technique. C'est dû à la technique de dosage. Donc, la meilleure technique, c'est cette technique où c'est le marqueur qui a un seuil de décision qui peut vous dire ces malades, ils sont normaux, ces malades, ces patients sont normaux, ces patients sont malades. Voilà. C'est c'est les meilleurs kits, mais en vain chez nous. Donc pour les marqueurs tumoraux, on a ça. Donc on a les, 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 les patients qui ont des valeurs qui sont élevées, qu'on peut dire que c'est des vrais positifs, mais il y a des patients qui ont des valeurs qui sont élevées, qui n'ont pas le cancer. Voilà, et puis cette zone grise, il pose toujours un problème et on a recours toujours à le gold standard qui est l'histologie. Voilà. Très bien. On a dit que pour un marqueur tumoral, il faut doser. Ça, c'est les demi-vies. Hein. À chaque demi-vie, on va faire les dosages. Chaque marqueur tumoral, on va donner ses demi-vies. Le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire à l'élimination de 50% de la concentration de ce marqueur tumoral. Voilà, c'est le temps nécessaire à l'élimination de 50% de la concentration de ce marqueur tumoral qu'on appelle le temps de demi-vie. Voilà, donc on a dit il faut doser avant le traitement et puis après le traitement. Après le traitement, vous voyez qu'il y a un effet pointe, d'accord, après le traitement parce qu'il y a une lisse cellulaire et un relâchage. Donc vous avez un effet pointe, il y a une augmentation et après vous aurez des croissances en fonction des demi-vies. Ici, c'est la ligne de base du nadir. Le nadir, c'est la valeur la plus faible. C'est la plus basse. La valeur la plus basse. La ligne de base des nadir. Voilà. Très bien. Donc, toujours, on va suivre la concentration et la diminution du marqueur tumoral. Donc toujours, il faut demander à votre biologiste chez qui vous allez faire les dosages, qu'il vous donne des choses, des courbes, qu'il vous fasse des courbes qui sont faciles à réaliser par l'informatique maintenant. Donc le nadir, comme on l'a vu ici, c'est la concentration minimale sous traitement. C'est un nadir normal différent de la stérilisation tumorale. Un nadir normal, donc stérilisation tumorale. C'est la concentration minimale sous traitement, c'est pour un indicateur de maladie résiduelle. Nadir élevé, donc tissu résiduel sécrétant, et nadir normal, c'est maladie résiduelle inférieure à 10 puissance cellules. Donc les seuils, pas de sécrétion physiologique, nadir indétectable.
Et voilà, donc ici, vous voyez, on a le nadir. Donc c'est la valeur la plus basse, mais que ces valeurs, hein, on voit que quand on va continuer, on va continuer le dosage, on a une maladie résiduelle. C'est en général, les valeurs après sont stables, hein, c'est en général qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses qui sécrètent. Donc ici, on a que il reste, euh, il reste quelques cellules cancéreuses. Et ici, on a une maladie résiduelle. Donc, comme on va le voir, donc c'est l'indicateur de la masse tumorale. Ici, après traitement, donc il peut être chirurgie, radiothérapie, chirurgie, il y a la concentration qui va augmenter, l'effet pointe, et puis il va diminuer. Jusqu'au nadir ici, il est résiduel. Hein. Voilà, la concentration minimale. Donc on a ici un nadir qui est élevé, d'accord, et qui signe une maladie résiduelle ou que il reste encore des cellules cancéreuses. Ou si on a après une chirurgie où il y a une élimination carrément de la tumeur, vous n'allez pas détecter vous n'allez pas détecter le marqueur tumoral. Voilà, il va vers 0. Et ici, en général, les valeurs sont stables. Donc, il reste quelques cellules. Hein, si vous avez, dans le cas, par exemple, de la prostate, mais qui ne sont pas malignes, la concentration ne va pas augmenter. Quand la concentration va augmenter dans le suivi, d'accord, dans la cinétique que vous allez faire pour votre patient. Donc, ça veut dire qu'il y a une maladie résiduelle où il faut reprendre le traitement. Donc, voilà. Donc la surveillance thérapeutique repose sur la clinique, l'imagerie et la biologie dans les marqueurs tumoraux. Ça c'est sûr. La surveillance, elle est multidisciplinaire. Très bien. Donc on va voir les marqueurs tumoraux les plus utilisés. Sachez qu'il y a des nouveaux marqueurs qui apparaissent et d'autres qui tombent en désuétude. Voilà, donc chaque fois il y a des nouveaux, des anciens. Il y a des marqueurs qu'on utilise en première ligne et des marqueurs qu'on peut utiliser en seconde ligne. Voilà, et aujourd'hui on va voir les marqueurs tumoraux et dès maintenant je peux vous dire que la classification, je le répète, elle est très difficile vu les caractéristiques des marqueurs et leur grande hétérogénéité de structure, donc des enzymes, des hormones, des protéines d'addition, des glycoprotéines. Voilà, donc on va commencer par les marqueurs oncofétaux, par la première famille. C'est les marqueurs oncofétaux qui sont des molécules exprimées au cours de la vie fétale ou embryonnaire dans des types cellulaires bien précis. Donc les marqueurs oncofétaux, vous voyez leur nom, il y a le nom fétal. Donc ce sont des marqueurs tumoraux exprimés au cours de la vie fétale ou embryonnaire dans des types cellulaires bien précis. Donc leur réexpression, réexpression signe la présence de cellules tumorales. Donc on ne doit pas avoir une réexpression de ces marqueurs de la vie fétale et embryonnaire. Donc leur réexpression signe la présence de cellules tumorales de même origine que celles les exprimant au cours de développement. Voilà. On va voir donc le premier marqueur, c'est l'alpha-fétoprotéine et qu'on note en général AFP.
AFP, ça veut dire alpha-1 phytoprotéine. Il est sécrété par les cellules du sac vétélin, puis du foie jusqu'à la naissance. Et accessoirement, il est sécrété par les cellules du tractus intestinal. Sa structure, elle est proche de l'albumine. Qu'on va voir, l'albumine, c'est une protéine de transport. Donc, sa structure, elle est proche de l'albumine. Voilà, donc c'est l'alpha-fetoprotéine, c'est une glycoprotéine du sérum fœtal et qui disparaît, qu'on a dit, dans les semaines qui suivent la naissance. Elle a un poids moléculaire de 69 kg Dalton et sa demi-vie, elle est de 2 à 6 jours. D'accord? De 2 à 6 jours. Elle a une demi-vie de 2 à 6 jours. On dit tout de suite que l'alpha-fetoprotéine n'est pas un marqueur précoce et son rôle dans le suivi de l'évolution après exérèse est donc encore plus important. Donc, pour le dosage, on fait un prélèvement toujours pour les marqueurs tumoraux, c'est un tube sec ou tube ETTA, donc tube rouge ou tube mauve, rappelez-vous de la partie préanalytique. Donc la demande doit être accompagnée, c'est très important, des informations cliniques, des renseignements cliniques. Voilà, si c'est un liquide céphalorachidien, il doit être transporté le plus tôt possible au laboratoire. La partie analytique, c'est une technique immunométrique de type chimiluminescence ou électroluminescence, ce qu'on vient d'expliquer. Voilà. L'augmentation de l'alpha-fetoprotéine au niveau des liquides céphalorachidiens doit objectiver donc soit un défaut de fermeture du tube neural, soit un processus néoplasique in situ. Donc en cas d'anomalie de fermeture du tube neural, la concentration de l'AFP, l'alpha-fetoprotéine, elle est très augmentée. Sa concentration, en général, il va diminuer après l'accouchement et sa synthèse est réprimée à la naissance. Donc, en cancérologie, c'est un marqueur de certaines tumeurs germinales, c'est non séminomateuses, carcinome embryonnaire, tumeur du sac vitellin, tératome, les tumeurs hépatiques, hépatoblastome chez l'enfant, ou un CHC, qu'on appelle carcinome hépatocellulaire différencié. Voilà. Et en pathologie obstétricale, l'AFP est utilisé comme un marqueur d'anomalie du tube neural du fœtus, donc spina bifida par exemple. Alors, les valeurs de référence en fonction de l'âge de l'alpha-fetoprotéine, vous voyez que les valeurs sont très élevées chez les prématurés et les nouveau-nés. Ils ont tendance à se normaliser, voilà, avec l'âge en mois, voilà, qui vont revenir vers la normale.